à tous, jeudi 21 mars, il est l'heure de l'info, voici les titres. Ce mardi, le géant mondial Unilever a annoncé vouloir se séparer de sa division glace dont Miko fait partie depuis 1994. Nous ferons le point dans ce journal. Au début de la semaine, la préfète de la Haute-Marne a visité les ateliers du viaduc de Chaumont, l'une des 18 structures d'insertion du département. Pascal le grand frère s'est rendu dans une auto-école meusienne pour animer un atelier autour de la sécurité routière. C'était ce samedi à Bar-le-Duc. Depuis 2009, la Meuse dispose d'un pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, plus communément appelé plateforme d'habitat dégradé. Le but, repérer les situations de mal-logement. Xavier Delarue, le préfet de la Meuse, sera sur notre plateau. Et voici pour les titres. C'est une nouvelle qui est un choc pour Saint-Dizier. Mardi 19 mars, le géant mondial Unilever, qui possède de nombreuses marques alimentaires, a annoncé vouloir se séparer de sa division crème glacée d'ici 2025. La marque Miko en fait partie depuis 1994. La rédaction vous en dit plus sur cette décision inédite. C'est une usine incontournable de Saint-Dizier, Miko. Depuis plus de 100 ans, elle fait vivre les bragards. Mais mauvaise nouvelle pour le fabricant de glace, le groupe Unilever, qui détient la marque depuis 1994, a décidé de se séparer de sa division crème glacée d'ici 2025. Pour le géant de l'alimentaire, il y a une raison bien précise, ils veulent faire moins de choses, mais mieux. Pourtant, la branche des glaces représente 13% du chiffre d'affaires total du groupe Unilever en 2023, soit 7,9 milliards d'euros. Depuis cette annonce diffusée par un communiqué de presse mardi soir, le divorce entre les deux entreprises fait réagir différents acteurs du territoire. Alors c'est une entreprise bien sûr emblématique du Nord Haute-Marne. Donc la sortie d'un groupe interroge forcément le territoire. Donc on lui souhaite de poursuivre sa voie et hors du groupe, mais de poursuivre sa voie, c'est un bel outil industriel. Miko est quand même un moteur de l'industrie agroalimentaire sur le territoire. Aujourd'hui qu'Unilever disent clairement qu'ils veulent se séparer de leur branche glace, alors que le secteur est en pleine croissance, 2,3%, ce qui était écrit dans la presse ce matin. J'avoue que je le regrette, je m'en inquiète, et je regrette surtout que ce soit en fait finalement Unilever qui soit dicté par des choix purement financiers. Je le répète, c'est un secteur en croissance, 2,3%, c'est quand même pas anodin. L'usine de Saint-Dizier compte tout de même 186 employés et produit 85 millions de litres de glace par an, dont les Magnum, les Cartes d'Or ou encore les Cornetto. La question se pose maintenant de savoir ce que va devenir le fabricant de glace. Contactés par téléphone, Unilever et Miko n'ont pas répondu à nos sollicitations. Nous venons également d'apprendre que cette décision n'était pas encore connue de la plupart des employés. C'est la presse qui les a informés. Selon certains salariés, le directeur de Saint-Dizier prévoit une réunion dès ce soir. Cette fois-ci, une bonne nouvelle pour vous qui nous suivez quotidiennement. La dernière application mobile de Puissance Télévision est enfin disponible dans les magasins d'applications d'iPhone et d'Android. L'outil pour suivre l'actualité en temps réel et au plus près de chez vous se trouve désormais dans votre téléphone. Ce mardi, la préfète de la Haute-Marne, Régine Pam, a pu visiter l'une des 18 structures d'insertion existantes dans le département. Spécialisée dans le traitement et le recyclage des déchets, l'association Les Ateliers du Viaduc de Chaumont emploie 9 salariés permanents et une quarantaine de salariés en contrat de durée déterminée d'insertion. Loïs Large était sur place. C'est une association créée en 1996 à l'initiative du Secours catholique, d'Emmaüs et du Relais Accueil, aujourd'hui devenu Relais 52. Situés dans la zone industrielle de la Dame-Huguenote depuis 2011, les ateliers du Viaduc sont un chantier d'insertion sociale et professionnelle spécialisé dans le recyclage de palettes de manutention. Cela représente 80% de son activité. L'important, c'est de pouvoir redonner une autonomie à la personne, lui apporter confiance en elle. C'est vraiment cet aspect-là qui est travaillé sur une période de 24 mois. Au cours de ce contrat, ils sont accompagnés par des encadrants techniques, des professionnels, ainsi que des chargés d'insertion qui accompagnent chaque salarié dans la résolution de ses problématiques et dans une dynamique de trouver un emploi.
Ce contrat de 24 mois se divise en 3 grands axes. Un premier mois d'intégration, suivi de 3 mois de réflexion pour déterminer le parcours le plus adapté aux salariés, puis enfin la mise en œuvre de ce parcours. Le tout accompagné par un binôme de référents salariés de l'association. Ce qu'on observe ici en Haute-Marne, c'est que ce sont de réels professionnels des chantiers d'insertion qui prennent en compte bien évidemment l'accompagnement de ces publics en situation difficile, tant sur le volet professionnel que sur le volet socio-professionnel, sur la prise en compte aussi des situations individuelles qui sont rencontrées, la prise en compte du temps nécessaire à accompagner ces personnes dans un retour vers l'emploi. Lors de cette visite, la représentante de l'État a également pu découvrir les différentes étapes du cycle de production. Chaque année, 140 000 palettes passent entre les mains des salariés. Toutes sont collectées dans des entreprises locales du centre et du sud de la Haute-Marne ou dans des déchetteries grâce à un accord avec le SDET 52. C'est l'opportunité de partager des pratiques avec d'autres acteurs. L'insertion par l'activité économique, c'est à la fois de l'accompagnement des publics en fragilité, mais c'est aussi des entreprises qui sont des acteurs économiques sur un territoire, qui permettent à la fois de fidéliser, de stabiliser des Hauts-Marnais, qui n'ont pas la possibilité de partir travailler dans d'autres départements et qui ont de réelles opportunités d'emploi ici, dans leur territoire. Une fois remises en état, les palettes sont directement réinjectées dans le circuit de l'industrie, dans un périmètre de vente couvrant le quart nord-est du pays. Chaque année, une 60aine de salariés se relaient sur le chantier dans un même objectif, lever les freins auxquels ils font face et arriver à une stabilisation de leur situation professionnelle. Plus de 500 accidents de la route ont eu lieu en Meuse depuis 2017 et pour renforcer la sécurité routière, de plus en plus d'actions sont menées, notamment auprès des jeunes. Et cette fois-ci, un invité un peu particulier s'est rendu dans une auto-école barroise pour animer ses ateliers. Brigitte Maestrassi a suivi Pascal Sautens le temps d'une après-midi. Munis de lunettes qui simulent une vision troublée par l'alcool, ces jeunes barrois se testent sur le parcours d'une route avec des obstacles. Donc jusqu'à maintenant tout va bien, sauf. Pour vérifier qu'ils ne renversent pas les cônes, Pascal Sautens, plus connu sous le nom de Pascal le grand frère, les surveille attentivement. La plupart des jeunes, quand ils prennent le volant, souvent, malheureusement, certains sont alcoolisés, d'autres ont pris des substances illicites. Donc le but, c'est de se dire, on peut se mettre soi-même en danger, mais on peut aussi mettre les autres qui n'ont rien demandé en danger. La voiture est là pour nous transporter d'un point A à un point B, et après il faut faire le point B au point A. Donc, et souvent, pour certains, ça passe pas comme ça. Depuis de nombreuses années, l'éducateur le plus médiatisé de France sillonne les routes de l'Hexagone pour animer des ateliers de prévention routière qui est la base du travail effectué par les auto-écoles. Ça permettait d'avoir un petit rappel par quelqu'un d'autre. En plus, ça permet aussi de faire venir la police dans un autre contexte que la répression sur les routes. Donc voilà, ça permettait de rapprocher tout le monde. Il y avait aussi la préfecture qui était là, qui a ramené pas mal de documentation. Justement, ça nous a permis de distribuer aux gens qui étaient présents. En plus d'avoir animé cet atelier, Pascal Sautens a également fait gagner une formation au permis de conduire sur tirage au sort, une façon d'allier travail et plaisir. La lutte contre l'habitat indigne est une priorité pour les services de l'État en Meuse. Depuis 2009, le département dispose d'une plateforme habitat dégradé, un dispositif essentiel pour agir efficacement. Bonsoir Xavier Delarue. Bonsoir. Vous êtes préfet de la Meuse. Alors pour commencer, qu'est-ce que le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne ? Le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, c'est tout simplement le rassemblement de tous ceux qui travaillent sur le sujet, donc les services de l'État, la préfecture, la DDT, l'ARS, d'autres, le département, le conseil départemental qui est très présent, la CAF, la DIL, la MSA, voilà, tous ceux qui travaillent au quotidien pour améliorer la situation du mal-logement. Et on s'occupe à la fois de propriétaires occupants, qui peuvent être aussi au mal-logement, et bien sûr de locataires. Alors justement, beaucoup d'acteurs, mais quelles sont les missions précises de ce pôle ? Alors c'est de mettre en place toutes les politiques générales d'information, de formation, mais aussi les actions qui vont être des actions d'aide au logement, en termes financiers, en termes d'accompagnement, et puis des actions de remédiation quand il y a des choses qui sont défectueuses. Alors quel est le bilan qu'on dresse pour l'année 2023 ? Le pôle, qu'est-ce qu'il a comme chiffre en 2023 ?
Alors, on peut le voir de différentes façons, mais sur le sujet spécifique de l'insalubrité du mal-logement, on a un pôle qui, par exemple, est le premier dans le Grand Est en matière d'obligation de travaux. Parce que vous savez que si vous êtes, par exemple, locataire et que vous habitez dans un logement insalubre, votre propriétaire a l'obligation de remettre en état le logement à ses frais. Et puis, donc, quand il y a des situations sociales difficiles, on fait l'avance et puis ensuite, on se rembourse sur la personne quand c'est possible. Et donc, par exemple, 21 opérations de travaux, après 31 arrêtés d'insalubrité, ont pu être pris. Donc ça, c'était pour 2023 ? Ça, c'était pour, effectivement, 2023. Quels sont les signalements les plus récurrents ? Alors on a différents types de signalements. Vous avez des signalements de désordre, par exemple des personnes qui ont des syndromes comme le syndrome de Diogène, des gens qui accumulent beaucoup de choses et qui vivent dans un état de saleté dans leur appartement. Donc on a en remédiation beaucoup d'opérations de nettoyage tout simplement, et puis d'accompagnement social et psychologique de la personne. Vous avez des situations de logement qui sont soit non chauffés, soit mal chauffés, soit dangereux électriquement, des logements qui fuient, des problématiques thermiques. Voilà. On a vraiment un panel très très important, des logements aussi parfois sans aération, sans vitres, sans rien. Voilà. C'est très vaste et très divers. Alors ça, c'est les gens qui vous contactent pour le signaler, c'est ça, ou c'est un dossier? Comment ça se passe? Ça se passe de plusieurs façons. Ça peut être un signalement, par exemple, des pompiers qui interviennent et qui constatent une personne chez qui ils sont intervenus, qui par exemple se sentait mal, qu'on est dans un syndrome de Diogène. Ça peut être un maire qui signale, ça peut être des travailleurs sociaux du département. Voilà, les signalements peuvent venir de partout, y compris de personnes qui sont évidemment des locataires. Et la question, c'est comment on peut améliorer au maximum cette façon de signaler, parce qu'aujourd'hui, on est persuadé qu'on n'a pas tous les signalements qu'on devrait avoir. Alors justement, des signalements, mais aussi des actions menées. Un signalement, c'est souvent une action menée. Quelles sont les actions menées dernièrement? Alors ce sont toujours des actions qui à la fois se font en direction du logement, avec des interventions, des visites, etc., et en direction des personnes. Parce qu'il faut toujours voir les deux aspects, et qui sont vraiment de toute nature. Par exemple, on a été les seuls dans le Grand Est, on est les premiers dans le Grand Est à faire une démolition d'office d'une maison, avec un cas très particulier. C'était un monsieur qui est atteint d'un problème. Il détruisait méthodiquement sa maison. Donc il faisait des trous partout dans sa maison, donc ça finissait par être à la fois dangereux pour lui, dangereux pour les voisins, et on a mené des opérations permettant d'exproprier de la maison, de récupérer la maison, de le loger et puis de pouvoir démolir la maison. Est-ce que vous avez des secteurs particulièrement ciblés par les signalements ou ça concerne vraiment tout le département? Ça concerne tout le département. Ça concerne tout le département. On peut avoir parfois des situations plus marquées dans certains territoires où vous avez un bâti plus dégradé globalement, mais vraiment tout le territoire est concerné. Alors, ce pôle, il s'inscrit aussi dans un plan départemental d'action contre le logement des personnes, l'hébergement des personnes défavorisées. En quelques mots, c'est quoi ce plan ? Alors là, on est vraiment sur la planification globale de tout ce qui est logement, hébergement. Donc c'est toutes les mesures qui permettent d'aider les personnes à accéder au logement, qui mobilisent les aides de la CAF, les aides du Fonds social du département. C'est vraiment tous azimuts et transversal. On mobilise tout le monde pour faciliter l'accès et le maintien ensuite dans le logement, y compris avec des aides aux familles pour les gestions de budget, pour l'accompagnement sur la rénovation énergétique. Enfin voilà, c'est tous azimuts. C'est un plan large et ce pôle, depuis 2009, il est inscrit dans ce plan, c'est ça? Le pôle est inscrit dans le plan, c'est un peu la cheville ouvrière qui permet de coordonner toutes les actions, que ce soit les actions générales ou vraiment le traitement particulier des situations individuelles. Est-ce qu'on a un chiffre sur le nombre d'actions par jour peut-être, ou en tout cas une intervention par jour, c'est le cas finalement? C'est même, oui, c'est même pratiquement plus que ça, parce que en termes de signalement aujourd'hui, l'année dernière on était à 188 signalements sur la plateforme Histologe dont on va parler dans un instant, 230 interventions ensuite sur le terrain, mais vous avez tout un tas de dossiers qui sont par contre des dossiers d'aide, d'appui qui ne nécessitent pas des déplacements, donc on est entre 400 et 500 traitements par an de situation. D'accord, oui, donc beaucoup plus. Justement, vous y veniez à Histologue, c'est quoi concrètement cette plateforme? Alors c'est
C'est l'idée qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait le maximum de simplicité pour les gens pour nous signaler les situations de mal-logement. Et le moyen aujourd'hui qui peut être le plus simple, le plus pratique, c'est d'avoir une plateforme numérique qui soit accessible par un smartphone. Donc c'est ça, c'est une petite appli toute simple, cette plateforme Histologe. Les questions sont très simples parce que les gens peuvent avoir peur. Est-ce que mon logement il est insalubre, déficient, etc. C'est pas du tout comme ça que ça se présente. Vous êtes guidé, vous expliquez si votre logement, vous avez un problème de chauffage, vous détaillez un petit peu ce qui vous gêne, vous donnez tous les éléments pour indiquer où se situe votre logement, quel est votre propriétaire si vous êtes locataire, etc. etc. Et puis ensuite, vous laissez vos coordonnées, vous envoyez ça et c'est traité derrière, il y a toujours quelqu'un qui suit. Et ça nous permet, nous derrière, tous les partenaires de la plateforme logement sont reliés et traitent ensemble cette situation. Et en moyenne, en un mois, maximum après ce signalement, vous allez avoir une visite sur site, alors qu'en principe c'est 3 mois dans la réglementation, donc ça va vite. C'est très simple à remplir encore une fois, il y a toujours une suite, voilà, donc c'est vraiment à utiliser. Et d'ailleurs ça explose puisqu'on est déjà à 2 fois, à 3 fois plus de demandes, on a fait plus de 70 demandes sur le premier trimestre. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, merci à vous. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour la formation. Bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.